Bonjour à vous et bienvenue dans le 191e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Pour commencer, en plus de vous remercier encore une fois de me suivre depuis quelques années, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025 en espérant qu'elle sera riche en belles découvertes en ma compagnie et en belles lectures surtout. Sur mon podcast, je vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du 2e tome de la superbe adaptation de Gone with the Wind que signe Pierre Alary. Il publie en bande dessinée chez Rue de Sèvres le roman de Margaret Mitchell, connu chez nous sous le titre d'Autant en emporte le vent. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Babouchka et Dédouchka, album que l'on doit à Emma Siniavski, qui nous raconte l'histoire de ses grands-parents en ex-URSS, un récit passionnant publié aux éditions Sarbacane. Je parlerai ensuite de l'album Le Crétin qui a gagné la guerre froide, titre qui revient sur la présidence des États-Unis de Ronald Reagan, album que l'on doit au scénario de Jean-Yves Le Naour, au dessin de Cédric Le Bihan, et c'est publié aux éditions Grand Angle. Je vous entraînerai ensuite dans les entrailles du fonctionnement de la police avec la sortie de l'album Anatomie d'un commissariat que l'on doit au scénario de Michael Kor, au dessin de Bouquet, et c'est sorti chez Fayard Graphique. Il sera temps ensuite de découvrir 2007-2017, une décennie que nous raconte Ersin Karabulut dans le second tome de la passionnante série Journal inquiet d'Istanbul à retrouver aux éditions d'Argo. Je vous présenterai aussi Enfant de salaud, nouvelle adaptation que l'on doit à Sébastien Gnaedig d'un roman de Sorge Chalandon qui revient sur la vie de son père, un titre paru aux éditions Futuropolis. Enfin, je terminerai par la sortie d'un ouvrage arrivé à la fin de l'année 2024, Garçon, un livre qui revient sur certaines autrices oubliées du début du siècle dernier, un beau livre que l'on doit à Trina Robbins ainsi qu'aux éditions Bliss, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Je commence cette nouvelle année 2025 avec un album événement, la 2e et dernière partie de Gone with the Wind, l'adaptation en bande dessinée du roman de Margaret Mitchell, connu chez nous sous le titre d'Autant en emporte le vent. D'ailleurs, je parle d'un roman, mais c'est aussi le film qui a largement popularisé cette histoire dont Vivian Leigh laissera à jamais ses traits à un personnage devenu iconique, héroïne de cette aventure, je veux parler de Scarlett O'Hara. Si vous me suivez, vous connaissez d'ailleurs cette adaptation, puisque j'avais parlé de l'arrivée du 1er tome au moment de sa sortie en librairie, une adaptation assez audacieuse, signée Pierre Alary, qui arrive à faire tenir en un peu plus de 300 pages un roman qui en fait plus de 1000. Il a donc fallu à l'auteur réaliser des coupes afin de ne conserver que les épisodes significatifs d'une œuvre que l'on connaît déjà et que nombreux et nombreux retrouvent avec grand plaisir en bande dessinée ici. Pour rappel, dans le 1er tome, on y découvrait la famille O'Hara, qui vit dans le sud des États-Unis, en Géorgie, pas très loin d'Atlanta, sur le domaine de Tara, une famille dont la jeune Scarlett s'est amourachée du bel Ashley, qui va de son côté épouser son amie Mélanie. C'est finalement Charles Hamilton que Scarlett épousera par dépit, lui qui lui donnera un enfant, mais qui disparaîtra rapidement durant la guerre de sécession, qui finit de rebattre les cartes et d'installer un personnage important de cette histoire,
le fameux Rhett Butler. À la fin du premier tome, qui correspond aussi avec la fin de la guerre de sécession, Scarlett a retrouvé un domaine qui n'est plus qu'une ombre, symbolisant aussi ce qu'est devenu sa famille et ses rêves secrets, apportant du relief à ce personnage dont la fragilité apparente s'est cachée derrière un certain courage. C'est d'ailleurs une Scarlett O'Hara plus déterminée que jamais que nous retrouvons dans le nouveau venu en librairie, elle qui essaye de calculer de quelle façon elle va bien pouvoir redresser sa situation économique et retrouver son lustre d'antan. Revenue à Atlanta, c'est encore vers les hommes qu'elle va se tourner pour essayer de se sortir de ce mauvais pas, et c'est envers celui promis à sa sœur Sue Ellen, Frank Kennedy, qu'elle va jeter son dévolu intéressé pour retrouver une situation. Dans le même temps, le cynique et opportuniste Rhett Butler n'est jamais très loin, et celui qui a réussi à faire fortune durant la guerre propose de s'associer avec Scarlett sur une affaire de Syrie, se désespérant aussi d'obtenir plus de celle qu'il aime sans être aimé en retour. Femme tour à tour agaçante, courageuse, cynique, calculatrice, forte, fière ou encore fragile, Scarlett est un personnage tout en contraste que l'on aime ou l'on déteste, mais qui ne laisse jamais indifférent. Cette version en bande dessinée retranscrit avec beaucoup de talent l'atmosphère qui règne à cette époque dans le sud des États-Unis et offre une galerie de personnages savoureuses que l'on prend grand plaisir à suivre sur l'ensemble des 2 tomes. Cette adaptation est une véritable réussite aussi grâce au superbe dessin d'un Pierre Alary qui propose un graphisme précis et fouillé qui fait revivre les États-Unis du 19e siècle, mélangeant avec brio la grande histoire et cette quête de l'amour pour une héroïne qui prend vie ici sous ses crayons. Offrant à de nombreuses reprises aux yeux du lecteur des cases allongées comme sur un format cinémascope, il propose un album qui fonctionne comme un film, dynamique dans ses actions comme dans son cadrage, et enlevé en ne gardant que les moments les plus intenses de cette histoire. La gestion des couleurs n'y est pas pour rien non plus, lumineuse et chaude comme le climat du sud des États-Unis, celles-ci s'assombrissent quand les personnages sont pris dans les tourments et les errances de leur époque. Le tout est proposé au sein d'un bel objet qui se décompose en 2 parties. En lettres d'or, le titre ressort sur ces 2 couvertures, dont le dos toilé finit d'en faire 2 beaux ouvrages que l'on prendra plaisir à afficher au sein de sa BD Tech. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui proposent cette superbe adaptation dans laquelle j'ai pris grand plaisir à me plonger, un double album qui propose de retrouver dès lors l'histoire dans son intégralité, un coup de cœur qui permet de démarrer l'année 2025 de la plus belle des façons. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est entre la France et surtout la Russie que nous transporte mon premier coup de cœur intitulé Babouchka et Dedouchka, album que l'autrice Emma Siniavski consacre à ses grands-parents. Si le nom vous dit quelque chose, c'est surtout que son grand-père, André Siniavski, était un auteur de l'ex-URSS que le régime a envoyé au goulag quelques années pour des écrits jugés antipatriotiques. Pas grand-chose ne semble avoir changé en Russie ou en ex-URSS d'ailleurs, et ce livre, qui nous parle d'un passé pas si lointain, finit d'éclairer le présent pour un pays où les critiques et la contestation n'ont jamais été bien vues. Avec un dessin simple, au trait fin, à la limite de la caricature ou au trait enfantin, on découvre l'existence de ce grand-père atypique qui fait un personnage de BD de premier plan tant la vie qu'il a passée fut pleine de rebondissements et de péripéties. Andrei Siniavski naît en 1925 dans une jeune URSS qui a fait du communisme sa doctrine que nul ne doit critiquer ni remettre en question, comme le découvrira à ses dépens celui qui publie en France sous le pseudo d'Abraham Tertz pour éviter d'être inquiété. Il faut dire que dans la famille Siniavski, par le passé, le père a lui-même dû faire face à l'ancêtre du KGB, le NKVD, ce qui n'a pas été sans conséquence non seulement pour lui, mais aussi pour le jeune Andrei, qui aura droit quelques années plus tard à ses séances d'interrogatoire. Il faut dire que le jeune écrivain va s'amouracher d'une jeune étudiante française et que le Kremlin va surveiller tout cela de près, avec peut-être à la clé la possibilité d'avoir un agent ou de mettre la pression sur le gouvernement français. Finalement, c'est d'une jeune femme atypique, audacieuse et jolie comme tout,
qu'Andrei va tomber amoureux, elle deviendra sa femme et lui fera un enfant, Igor. Il s'agit de Maria Rosanova. Elle sera même à un moment donné en concurrence avec la propre fille de Staline pour gagner le cœur de ce jeune barbu qui louche, mais dont l'intellect brillant le démarque des autres soviétiques de sa génération. Exilé en France à Fontenay-aux-Roses à partir de 1974, le couple va habiter un pavillon fait de briques et de broc qui va servir de déclencheur à l'écriture de cet album pour une Emma Siniavski qui arrive à nous transporter complètement dans son récit. Avec un dessin libre qui ne sera peut-être pas la grande force de ce titre, même s'il a un certain charme avec le regard qui louche du grand-père et toute la tendresse qu'elle y met pour représenter ses grands-parents, elle arrive tout de même à captiver le lecteur. Sorti chez Sarbacane le 2 janvier dernier, avec sa couverture rouge, qui rappelle les grandes heures de l'URSS, Babouchka et Dédouchka, sous-titré Survivre et s'amuser au pays des soviets, est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Mon deuxième coup de cœur est en lien direct avec l'actualité, car au moment où les États-Unis sont en train de réinvestir Donald Trump au siège de président de la première puissance mondiale, un album se propose d'éclairer le présent avec le passé. Le titre en question s'appelle « Le crétin qui a gagné la guerre froide » et en grand format sur la couverture de cet album s'expose le visage souriant d'un Ronald Reagan dont l'affiche est en train d'être finie d'être collée pour célébrer sa victoire. Ancien acteur de série B qui n'y comprenait pas vraiment grand-chose en politique, Ronald Reagan a effectué lui aussi 2 mandats, mais à la suite, entre 1981 et 1989, le tout ponctué de quelques belles réussites. C'est là tout le paradoxe que soulève cet ouvrage, alors qu'il apparaît clairement que le président des années 80 est un parfait incapable dans bon nombre de sujets, que ce soit l'économie, la politique extérieure ou la diplomatie, il sera celui qui mettra fin à la guerre froide, bien aidé par le représentant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Mais tout l'intérêt de cette bande dessinée, avec ce titre un rien provocateur, réside dans le portrait qui se dessine au fil des pages d'un président qui apparaît plus nuancé qu'il y paraît, mais surtout comme un redoutable communicant. Avec son sens de la formule et les blagues qu'il préparait à l'avance et qu'il n'hésitait pas à resservir à l'envi, il a révolutionné le style qu'avaient les présidents alors. En cela, on peut dire que Trump, même s'il pousse souvent le curseur jusqu'à l'outrance, s'inscrit dans sa lignée. Le second degré que développe le scénariste Jean-Yves Le Naour s'appuie toutefois sur une réalité historique presque incroyable quand on parcourt les pages, un second degré qui se retrouve dans un dessin qui s'écarte d'une vision réaliste de la période. Après, dans l'ombre, le dessinateur Cédric Lebihan reste dans l'univers de la politique et même si on reconnaît les protagonistes, il exagère les réactions des personnages et propose un Reagan idiot que l'on finit par prendre en affection au fil des pages qui se tournent. Témoignage d'une décennie qui se sera donc soldée par la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, cet album sorti aux éditions Grand Angle est vraiment passionnant à parcourir, un titre éclairant comme je le disais, qui rassurera peut-être sur les capacités du nouveau locataire de la Maison Blanche depuis peu. C'est maintenant du côté de Roubaix que je vous entraîne, plus précisément en compagnie de la police de Roubaix, pour découvrir le fonctionnement d'un commissariat dans un album passionnant et instructif intitulé Anatomie d'un commissariat. Journaliste à la Croix, Michael Kor a décidé de suivre pendant une année les policiers du commissariat de Roubaix et d'en raconter leur quotidien ainsi que leurs réflexions sur leur métier. Si bien entendu on y découvre un certain nombre de choses que l'on connaît déjà, le média bande dessinée permet surtout de mieux comprendre le ressenti de ces hommes et de ces femmes sur leur métier et de mettre à distance certains clichés que l'on peut avoir sur la police. En plusieurs chapitres, l'album aborde des thématiques variées comme les autopsies, les points de deal, les violences conjugales, les perquisitions, les rodéos urbains, tout cela vu dans les yeux d'agents de police qui se livrent sur chacun des sujets. On découvre ainsi la difficulté que rencontrent celles et ceux qui font ce métier où il est nécessaire de suivre le cadre fixé par la loi face à des individus qui y contreviennent allègrement. On sent d'ailleurs que toute la difficulté est là
Par exemple, dans le cas des rodéos urbains, il est nécessaire pour les agents de montrer qu'ils sont présents sur le terrain et cherchent à mettre fin à cette nuisance, mais avec l'impossibilité d'interpeller les individus qui contreviennent à la loi sous peine de les mettre en danger. Idem pour les violences conjugales, difficile de s'immiscer dans le huis clos d'une histoire de couple si la femme décide de ne pas porter plainte, comme c'est malheureusement bien trop souvent le cas. Alors on voit et on devine des policiers bien souvent désarmés qui, pour ne rien arranger, doivent composer avec la misère sociale dans une ville fortement touchée par la délinquance et le chômage. Dans un très beau noir et blanc, où le trait se veut précis et le dessin jamais racoleur, Bouquet met en image le travail documentaire de Michael Kor, permettant ainsi de donner de l'humanité à ces hommes et ces femmes que l'on réduit souvent à leur uniforme. Nous plongeons dans le réel avec ce dessin simple qui s'est allé à l'essentiel et faire passer les émotions, il permet ainsi de passer un très bon moment de lecture dans un album qui préfère montrer et expliquer plutôt que juger. Passionnante plongée dans l'univers de la police, Anatomie d'un commissariat est sorti le 8 janvier dernier chez Bayard Graphique, un titre original et captivant que je recommande chaudement. S'il est un fait que la récente commémoration des 10 ans de l'attaque contre les dessinateurs de Charlie Hebdo nous rappelle, c'est bien la difficulté aujourd'hui d'avoir une liberté d'expression totale et de pouvoir caricaturer qui l'on veut, où l'on veut sur la planète. Finalement, qu'est-ce que la caricature, sinon un ensemble de dessins souvent inoffensifs qui expriment une opinion ou une humeur servant de poil à gratter pour le pouvoir en place, pouvoir souvent fragile, sinon à quoi bon museler des caricaturistes? De Charlie Hebdo, il en est justement question dans le 2e tome de la très passionnante série Journal inquiet d'Istanbul où Ersin Karabulut, au scénario comme au dessin, revient sur son parcours de dessinateur de presse et auteur de bande dessinée. J'avais déjà pris un grand plaisir à me plonger dans le 1er tome et à le présenter, il livre ici une suite qui nous entraîne sur la décennie 2007-2017 qui fut importante pour son pays, la Turquie, marquant entre autres un recul de la liberté d'expression. Comme dans le 1er tome, Ersin Karabulut se raconte et en profite pour raconter son pays, une Turquie à laquelle il est très attaché, mais avec laquelle il finit par prendre ses distances, comme on le découvre dès la courte introduction de cette 2e livrée. Il faut dire que la vie quotidienne n'est pas des plus simples à Istanbul, même si dans ce nouveau tome, Ersin est devenu un jeune homme et qu'il s'est exilé dans le quartier de Beyoğlu, de nouvelles préoccupations apparaissent dans son quotidien. L'aventure principale ici tournera autour de la création d'un hebdomadaire satirique qui se moque essentiellement du pouvoir d'Erdogan et qui propose caricatures et courtes histoires, un genre très en vogue en Turquie, pays où dans le même temps le pouvoir se durcit. C'est en compagnie de 5 amis issus du journal Penguin qu'ils vont créer l'hebdomadaire Uykusuz, une aventure qui nous est racontée ici et qui ne sera pas de tout repos comme vous pouvez l'imaginer. Avec un joli dessin tout en précision et qui caricature les personnages, surtout sa propre personne, Ersin Karabulut nous plonge dans une chronique d'un pays qui se fracture dans un contexte plus général de tension, comme les attentats de Charlie Hebdo le rappellent. Avec humour, décalage, recul sur lui-même, il nous fait toucher du doigt les évolutions de son pays, du métier de dessinateur, le tout dans un ouvrage agréable à parcourir avec une belle mise en couleur et un dessin plutôt dynamique. Bref, vous aurez compris que Journal inquiet d'Istanbul, publié chez Dargaud, fait partie de ces séries passionnantes qu'il faut absolument suivre, un 2e tome que je recommande chaudement et qui me donne envie d'avoir rapidement la suite entre les mains. Quelques années après Profession du père, voilà que Sébastien Gnaédic propose une nouvelle adaptation de l'écrivain Sorge Chalandon en bande dessinée, une nouvelle histoire où il est de nouveau question d'interroger ce même père. Avec Enfant de salaud, le titre résumant à lui seul le contenu, Sorge Chalandon revient en effet sur ce père dont le rôle fut pour le moins trouble durant la Seconde Guerre mondiale. Pour raconter ce père, Sorge Chalandon va le faire en miroir d'un procès très important qui se déroule en 1987, celui de Klaus Barbie qui se tient devant la cour d'assises du Rhône à Lyon.
À cette époque, le narrateur de cette histoire a 30 ans passés, et c'est en qualité de journaliste qu'il va couvrir ce procès qui forcément fait écho à cette histoire personnelle qu'un jour son grand-père lui avait révélée de manière brutale. La scène se déroule après une brève introduction. Encore adolescent, son grand-père paternel va lui lâcher une bombe. Son père est un salopard de la pire espèce qui a collaboré avec l'Allemagne nazie. Il s'est même promené dans les rues de Lyon avec l'uniforme ennemi. C'est alors que Sorge Chalandon se rappelle des histoires que ce père lui racontait, des récits complexes et ambigus où ce géniteur ne jouait jamais le mauvais rôle, préférant dénoncer une France affaiblie qui n'a pas su protéger les siens. Devenu adulte et écrivain, l'auteur nous raconte tout cela dans un roman et maintenant dans une bande dessinée où il mène l'enquête afin de démêler le vrai du faux pour comprendre le passé de ce père qui n'a eu de cesse de lui mentir, même sur ses vieux jours. L'album est forcément très intime et très intense, on y découvre un narrateur en quête de vérité avec ce double procès qui se joue au fil des pages qui se tournent, celui de Klaus Barbie et celui que Sorge Chalandon est en train d'instruire contre son père. Pour cela, on suit l'enquête qu'il va mener, les recoupements d'informations et ce récit de l'intérieur est parfaitement mis en image par le dessin d'un Sébastien Gnaedic qui avance avec une certaine rondeur dans son trait. Ce dessin simple s'attarde ici sur l'émotion qui se dégage d'un visage ou plus loin encore au sein de la cour d'assises pour revivre certains moments du procès Barbie avec Maître Vergès en vedette. Son trait accompagne parfaitement bien le texte dans cette quête de soi, un graphisme parfaitement bien à propos qui est fini d'être mis en valeur par les couleurs douces et froides de la talentueuse Isabelle Merlet. Comme pour Profession du Père, ce sont les éditions Futuropolis qui éditent cet album passionnant, une bande dessinée sortie en librairie le 8 janvier dernier que je recommande chaudement là aussi. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, un ouvrage passionnant qui consacre des autrices des années folles, des femmes un peu oubliées qui ont popularisé en BD celles que l'on appelait les garçons dans un ouvrage qui porte ce nom. Garçon est donc un grand volume qui fait 157 pages et qui permet en 1 ou 2 pages de découvrir une autrice et ce qui fait sa particularité, puis à la suite de cette présentation de découvrir son travail à travers la reproduction de certaines de ses planches ou de ses strips. C'est ainsi que l'on replonge dans une époque, celle des années 20 et 30, dans un pays, essentiellement les États-Unis, et dans un genre, celui de la garçonne, cette femme qui arbore cheveux courts et look de garçon, mais sans jamais perdre complètement en féminité. C'est par l'autrice peut-être la plus célèbre que débute l'ouvrage, une autrice qui fut une référence pour d'autres à la même époque, ou même bien plus tard, la talentueuse Nell Brinkley, qui sortira chaque semaine une page pour l'American Weekly avec différentes héroïnes. La première que l'on découvre, et celle qui m'a le plus intéressé, c'est une jeune ingénue aux cheveux blonds courts et bouclés, partie vivre à New York en compagnie de ses 2 tantes qui la chaperonnent, une certaine Prudence Prime. À la fois prudente, comme le suggère son prénom, et à la fois avide de découvrir le monde, elle s'amuse à repousser les barrières qu'ont fixées les 2 tantes, mais sans jamais aller trop loin non plus. Bien entendu, les pages rétro ont le charme des années 20-30, le style vestimentaire y a son importance, et les intrigues tournent bien souvent autour de la mode ou des jeux de séduction entre les hommes et les femmes. L'album fait la part belle à 6 autrices qui ont plus ou moins disparu de la circulation, avec souvent des dessins plutôt gracieux et des récits plutôt plaisants à parcourir. Eleanor Schaurer, Edith Stevens, Ethel Hayes ou encore Faye King, qui aimaient se représenter en dessin avec cette silhouette filiforme qui n'est pas sans rappeler Olive, la femme de Popeye, et à qui Nell Brinkley a rendu justice en la représentant plus jolie qu'elle ne le faisait elle-même. Se refermant sur Virginia Huger, l'ouvrage est passionnant à parcourir, il rappelle que si cette mode disparaît au début des années 30, c'est aussi fortement lié à la crise qui touchera les États-Unis en 1929 et qui fera que s'éloigne une certaine insouciance que la mode garçonne pouvait aussi véhiculer. À noter d'ailleurs que celle à qui l'on doit cet ouvrage, Trina Robbins, s'est éteinte en avril de l'année dernière après avoir consacré beaucoup de temps et d'énergie pour que l'on n'oublie pas les artistes présentés au sein de cet album. Ce sont les éditions Bliss qui publient en France ce livre, dans un grand format, avec des reflets bleutés sur la couverture, donnant à l'ensemble un côté somptueux,
en plus d'être érudit et captivant à parcourir. Ainsi se termine ce 191e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au deuxième tome de Gone with the Wind, l'adaptation par Pierre Alary d'Autant en emporte le vent, un double album paru aux éditions Rue de Sèvres. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 3 février, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.